Bienvenue à notre dernière émission consacrée à la lutte contre le cancer du sein en ce mois d'octobre rose avec l'Institut Bergonié. Nous avons parlé de mastectomie, de chimiothérapie, d'innovation. Et maintenant, nous passons au bien-être. Comment prendre bien soin de soi pendant les traitements. Là encore, on va voir qu'il y a un accompagnement global à l'Institut. Hélène Labeyrie, bonjour. Vous êtes psychologue et vous pratiquez notamment l'hypnose et la méditation. Thibault Leroy, vous êtes masseur kinésithérapeute. Vanessa Bréant, vous êtes assistante sociale. Et Aurore Legal, vous êtes infirmière à l'hôpital de jour en soins oncologiques de support. Alors, expliquez-nous quel est votre rôle, qui accompagnez-vous, comment ça se passe? Alors du coup, moi j'ai la double casquette d'être infirmière en hôpital de jour chimiothérapie et en hôpital de jour soins de support, majoritairement en chimiothérapie. Alors justement, ces soins de support, là. Alors les soins de support, du coup, quand moi j'y suis vraiment, c'est des gens qui sont indiqués par leur oncologue pour venir justement en soins de support, pour faire le point avec le médecin du service, pour voir tous leurs besoins. S'ils ont besoin d'aide au niveau social, au niveau psychologique, au niveau de la mobilité. On fait vraiment le point sur tout ça. Et alors qu'en tant qu'infirmière en hôpital de jour, le rôle, c'est plutôt justement d'évaluer tous ces besoins en amont et de voir sur quoi les personnes auraient besoin d'être aidées pour vraiment avoir une qualité de vie optimale pendant tous les traitements. C'est vraiment notre métier de repérer et d'orienter vers les professionnels, justement. D'accord. On l'a entendu dans les précédentes émissions, il y a comme vous de nombreuses infirmières comme ça, référentes en fait, hein, tout le long de ce parcours. Oui, bah du coup, il y a les infirmières. Nous, on voit surtout l'infirmière d'annonce pour le coup, pour le côté médecine, chimiothérapie. Et du coup, les oncologues indiquent certaines patientes ou certains patients vers l'infirmière d'annonce quand ils sentent que c'est une situation peut-être un peu compliquée, justement, dans tous ces versants qu'on a évoqués précédemment. Et malheureusement, l'infirmière d'annonce ne peut pas voir tout le monde. C'est pas possible au niveau du nombre de patients qu'il y a. Donc c'est notre rôle justement d'alerter cette infirmière d'annonce ou alors d'alerter l'oncologue pour prévoir justement quelque chose en plus si ça n'a pas été repéré dès le début au niveau des problématiques qu'il peut y avoir. Justement, précisément, c'est vous qui, notamment, pouvez envoyer vers vous qui êtes assistante sociale. Vous m'avez dit, en fait, un rôle pas toujours simple. Les patients n'ont pas forcément envie de venir vous voir. Envie, je ne sais pas l'habitude. En tout cas, les patients qu'on rencontre à l'Institut, qui est donc un centre de lutte contre le cancer, donc il y a c'est cette annonce de la maladie qui fait qu'on va rencontrer une assistante sociale, et je peux dire que pour une majorité des patients, c'est pas habituel. Parce que c'est aussi, on se dit, un nouveau pan de leur vie, de leur quotidien qui bascule. Qui est bouleversé. On en a beaucoup parlé dans les différentes émissions de cette sidération, de cette annonce. Mais en fait, je pense qu'en parallèle, ça vient surtout faire écho pour les patients sur leur vie globale, en fait, et sur ce qui va impacter leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie sociale. Et donc, c'est là où nous, on intervient, et c'est là où notre rôle, il a du sens, et finalement, il arrive assez tôt aussi. Il peut arriver assez tôt. C'est-à-dire que vous pouvez prévoir une sorte de calendrier un peu par rapport aux interventions. Comment est-ce que vous allez pouvoir les deux? Tout à fait. Et je pense que c'est cette approche-là qu'il faut avoir pour être rassurant, justement, pour les patients, et ne pas être intrusif, mais vraiment expliquer que ça fait partie de la prise en charge globale, comme les autres soins de support, et que cette anticipation et cette première rencontre, elle va permettre de vraiment apaiser, faire un état des lieux de la situation, de ce que ça va venir modifier dans le quotidien, donc dans le travail, dans sa vie de famille. Et c'est à partir de c'est cette approche-là qu'on va réussir à rentrer en contact et dédramatiser cette rencontre avec un professionnel qui n'est pas toujours... Oui, puis après, il y a aussi des accompagnements très concrets. Oui. Vous me parliez d'exemples de jeunes femmes avec un jeune enfant et des traitements lourds à subir. Et puis, vous arrivez à trouver des solutions. Oui, on essaye. On n'est pas magicienne, mais en tout cas, notre travail, c'est vraiment de s'adapter
à l'annonce de la pathologie, la temporalité pour les gens, parce que voilà, on n'est pas dans les... Il se passe pas les mêmes choses entre une annonce médicale et ce que ça va avoir comme répercussion. Donc on est là pour faire très attention à ça et là où en sont les gens et les accompagner dans ce En parcours-là. tout cas, c'est pour pas alourdir. Et effectivement, il y a l'annonce, il y a le temps des traitements et le temps de la rémission, de la guérison ou d'une rechute s'il y a une rechute. Et donc nous, on intervient à ces différents moments et les solutions concrètes, oui. Enfin, être assistante sociale, c'est avant tout être sur le terrain et être capable d'informer les gens de leurs droits. Parce que bien souvent, on ne sait pas. Et puis il y a le choc aussi. Et puis on ne sait pas parce qu'on n'a jamais été confronté à ça. Et puis derrière, il faut très vite mettre des choses en place pour pouvoir justement recevoir les soins. Et c'est ça aussi, les soins de support. C'est aussi être disponible pour le traitement et pour guérir. On le voit très vite que si on arrive à déblayer tout ça, à lever toutes ces interrogations et ces questionnements, les gens ils vont être disponibles, ils vont être libres, vraiment. Et ils vont pouvoir se consacrer à leurs soins de façon sereine. Alors, de sérénité, justement, il en est question. Enfin, on imagine bien que c'est une période extrêmement difficile et complexe psychologiquement. Comment est-ce que vous accompagnez ces patientes ? Oui, tout à fait. À l'annonce de la maladie, les patientes vont entrer dans un cheminement afin de s'ajuster à une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, c'est la réalité de la maladie et de ses traitements. Et du coup, le rôle des psychologues peut être à ce moment-là, en fait, de soutenir et d'accompagner ce cheminement que peuvent faire les patientes et à travers toutes les étapes. Comme le disait ma collègue, ça va de l'annonce de la maladie aux différents traitements, la chimiothérapie, la chirurgie, mais aussi dans l'après-cancer, qui peut être une période de vulnérabilité aussi, dans laquelle on peut avoir besoin de soutien. C'est la fin des traitements, les rendez-vous médicaux s'espacent, et du coup, ça peut générer une certaine angoisse aussi. Donc à toutes ces étapes, on peut proposer un accompagnement spécifique pour le patient lui-même, mais aussi pour ses proches, et notamment pour les enfants. Ces accompagnements, ils peuvent se faire de manière individuelle, mais on a aussi des propositions qui se font en groupe. Et les outils et les panels de propositions qu'on a à l'Institut sont très larges. Alors vous, par exemple, vous proposez de l'hypnose et de la méditation. Tout à fait. Il y a d'autres disciplines qui sont proposées. Il y a d'autres outils thérapeutiques. Donc, effectivement, hypnose, méditation. Il y a également un outil qui s'appelle l'EMDR et qui accompagne aussi c'est le mouvement des yeux, c'est ça, pour essayer d'alléger un événement traumatique. Exactement, qui est utilisé souvent dans tout ce qui est stress post-traumatique. Et comme je le disais, il y a aussi des programmes de groupe qui peuvent être proposés, alors notamment à travers la méditation, pour des groupes parents-enfants, pour accompagner aussi Et là, vous sentez que ces patientes sont réceptives, ont envie d'aller dans ces... C'est pareil, on parlait d'assistance sociale, la psychothérapie, ce n'était pas forcément non plus un domaine dans lequel la plupart de vos patientes s'étaient intéressées auparavant. Donc, bien sûr, ça peut être quelque chose de nouveau. Alors, c'est parfois l'équipe soignante qui va être interpellée ou justement l'assistante sociale qui va être interpellée par la détection d'une détresse émotionnelle chez une patiente et qui va nous interpeller. Et parfois, c'est les patientes qui sont demandeuses. Ce bouleversement est l'occasion finalement de se recentrer sur soi, de faire le point sur là où on en est dans sa vie. Ouais. Et ça peut être effectivement l'occasion de démarrer quelque chose. Alors, soulager sa tête, c'est pas mal, mais limiter les douleurs, c'est bien aussi. Donc, les douleurs, on parle de douleurs post-opératoires notamment. Quelles patientes viennent vous voir et à quel moment ? Alors nous, les kinés, en tout cas du moins à Bergonié, on intervient déjà dans une première mission qu'on essaie de développer actuellement, c'est la prévention, donc les préparer à d'éventuels traitements ou opérations. Je fais le lien avec Hélène qui est psychologue, mais on s'est rendu compte quand même que de les préparer à ce que leur corps va vivre, ça leur permet de... Alors, comment faites-vous ?
Parce que maintenant, en lissant sur le temps, en voyant les effets secondaires des chirurgies ou des traitements, on arrive un petit peu à leur préparer. On a un profil qui se dessine un petit peu dans le long terme. D'accord. C'est-à-dire que vous leur expliquez ce qui va se passer, comment ça va se passer, là où ils auront mal On leur évoque certains effets secondaires ou certaines complications qu'ils pourraient rencontrer et leur dire que c'est pas grave, que ça arrive, que ça fait partie du processus. Et on essaie déjà de les rassurer, donc, enfin, de faire en sorte du moins qu'elles arrivent à l'opération, j'entends surtout pour la chirurgie, mais d'arriver à la chirurgie dans un état d'esprit un peu apaisé. En ayant moins peur de la préparé. douleur. Voilà, c'est ça. Essayer de faire en sorte qu'elles puissent vraiment aborder leur chirurgie avec l'esprit un peu plus apaisé. Après, bien sûr, on les voit après la chirurgie. Donc là où il y a beaucoup plus une partie qui est plus kiné, comme on l'entend, donc rééducationnelle. Mais comme nous, on les a que quelques jours finalement à l'hôpital du moins, après on fait le relais vers les kinés de ville, les kinés libéraux, où on essaie de toujours garder un petit peu de contact, de faire du lien avec les kinés libéraux, s'ils sont en demande d'informations ou autre. Est-ce qu'il y a un volet aussi activité physique ? Il y a un volet activité physique, effectivement. Donc là, je parlais précédemment pour les chirurgies, mais par exemple, une femme qui va se faire opérer du sein, mais qui va être traitée pour un sein d'une chimio, par exemple, elle n'a pas spécialement besoin d'être rééduquée. Par contre, effectivement, sa forme, sa fatigue peut faire que, du coup, c'est intéressant qu'elle soit accompagnée par un professeur d'activité physique adapté. Ouais. Donc, on ne parle plus vraiment de sport, mais on parle d'activité physique adaptée. On est entouré par quelqu'un qui s'appelle Guillaume Coldefy à l'Institut Bergonié qui fait le lien avec elle aussi dans ces moments-là. On l'entend, la prise en charge est multiple. Il y a une profession dont j'avais jamais entendu parler, c'est socio-esthéticienne. Et pourtant, elle existe depuis très très longtemps. Ben voilà, non, mais j'avais trop peu de culture. Non, alors, mais qui sont ces socio-esthéticiens, esthéticiennes Déjà, c'est une profession qui existe depuis au moins les années 1960, donc c'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps, en France depuis plus récemment, mais qui est quand même bien installé. Du coup, c'est des professionnels de l'esthétique qui passent une certification pour vraiment savoir réaliser les soins esthétiques et les conseils qu'on peut donner aussi dans le milieu hospitalier ou dans le social, enfin dans le sanitaire, tout ce qui concerne par rapport à Bergonié, par exemple, c'est vraiment connaître les effets secondaires des chimiothérapies par rapport à la peau, par rapport aux ongles, par rapport aux cheveux. Ces personnes-là ont vraiment ces connaissances-là spécifiques. Mais du coup, quand on parle aux gens de rencontrer la socio-esthéticienne, par exemple, à chaque fois, ils disent, enfin souvent en tout cas, en tant qu'infirmière, moi, ils me répondent que non, c'est pas nécessaire. Je dis, mais c'est vraiment pas de la pacotille, pour le coup, c'est pas accessoire, c'est... Et puis ça travaille pas aussi que sur se mettre du vernis, comme ils peuvent dire. Déjà, c'est vraiment de la prévention pour certains effets secondaires. Et ça permet aussi de restaurer son schéma corporel. Enfin, pour les cancers du sein, pour le coup, il peut vraiment y avoir une modification où on a besoin de se retrouver. Et ça travaille beaucoup sur l'estime. La part de féminité, hein, c'est aussi là-dessus que vous travaillez avec vos patientes. Oui, la part de féminité est effectivement mise à mal dans le traitement du cancer du sein, que ça soit dans les effets secondaires de la chimiothérapie, avec la perte des cheveux, que ce soit dans la chirurgie qui va transformer l'image du corps. Donc c'est quelque chose qu'on va accompagner et qui va avoir aussi des répercussions sur la sphère intime. Et notamment, on peut avoir des questionnements sur la sexualité avec son conjoint, avec sa conjointe. Et du coup, c'est aussi une part importante qu'on va pouvoir accompagner, en tout cas à différents moments de ces traitements. Et n'oublions pas les messieurs aussi, du coup, parce que les hommes peuvent aussi avoir un cancer c'est vrai qu'on du sein. En a, voilà, 1%, c'est ça, 1% d'hommes qui... même la socio-esthétique peut avoir sa place là-dedans, parce que c'est quand même traumatisant, rien que le fait d'avoir souvent quelque chose au sein qui est une partie un peu négativée par l'homme, parce que c'est vraiment pas la même représentation du corps. Donc c'est quand même important aussi on les voit, ces messieurs, d'en parler aussi, en soins, et c'est aussi traumatisant aussi pour eux de dire qu'ils ont un cancer du sein. Ça alerte les gens aussi dans leur entourage de dire un cancer du sein, t'es un homme pourtant. Enfin, c'est important aussi de les prendre en compte dans tout ce dont on parle. On a parlé de la chimio et des chirurgies, mais on parle aussi de radiothérapie dans les traitements qui peuvent avoir des effets secondaires sur la peau. Donc c'est aussi là que la socio-esthéticienne intervient. C'est tout le long du traitement. D'accord. Aujourd'hui, quand on a des proches qui sont touchés par un cancer, on entend aussi, dans le même temps, ces disciplines un peu parallèles,
comme la phytothérapie, mange telle ou telle plante, fait un jeûne après telle chimio, ou va voir tel énergéticien. Comment est-ce que vous faites, vous, professionnels, médecins, pour essayer de... infirmière, comment est-ce que vous faites pour ne pas mépriser et faire avec? C'est justement là qu'on doit vraiment créer une relation de confiance avec les patients et leur montrer que vraiment, quoi qu'ils fassent, on ne les juge pas. On veut juste être au courant en fait, de ce qu'ils font. Dans le sens où, par exemple, s'ils prennent d'autres médicaments à côté à base de plantes ou quoi que ce soit, juste de nous dire en fait, le nom des produits pour qu'on voit les molécules qu'il y a dedans. Nous, dans ce cas-là, on appelle le pharmacien du centre et puis il nous dit directement si ça va avec les traitements ou s'il y a une contre-indication. D'accord. Mais on est vraiment dans le côté où on ne juge pas les pratiques. Après, s'ils vont voir certains spécialistes, on leur dit aussi de le prévenir l'oncologue pour voir s'il n'y a pas de contre-indication ou s'ils cherchent aussi quelqu'un à consulter en médecine complémentaire, on peut les renvoyer aussi vers la Ligue qui travaille avec certains praticiens de médecine complémentaire où pour le coup on sait qu'ils travaillent bien et que... Donc après, les gens sont libres d'aller voir qui ils veulent, mais c'est vraiment important qu'ils nous disent aussi ce qu'ils font à côté pour... C'est ça, on entend dans vos témoignages cet équilibre entre être là, soutenir, mais en même temps laisser libre. C'est aussi une problématique qui se pose à vous, c'est-à-dire les gens viennent avec leur vie, leur quotidien et leur maladie. Ils n'ont pas forcément envie que vous rentriez complètement dans leur foyer. Bien sûr. Je pense qu'on est tous dans la même approche de mise à disposition. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on entend tous les jours et à chaque entretien avec chaque professionnel. Et on est vraiment, nous, dans cette posture d'information et de mise à disposition. Après, je pense, en 15-16 ans à Bergonié, j'ai même pas le souvenir d'avoir déjà eu un refus d'un patient parce que je crois que déjà il y a ce travail d'équipe. Enfin là on est autour de la table mais on travaille beaucoup en équipe. Enfin voilà, moi ça me fait écho, tout me fait écho. La socio-esthéticienne, moi elle va venir m'interpeller et interpeller mes collègues sur la prise en charge de ces produits qui ne sont pas tous pris en charge dans le cadre d'une ALD et d'un 100%. Voilà, donc on a vraiment tous un rôle, on est très complémentaires, on travaille. Et donc il faut communiquer le plus possible pour justement c'est ça. Ce qui est très faisable à Bergonié parce qu'en plus on reste une institution familiale. Et je pense qu'il y a ce côté très rassurant pour les gens et cette juste place qu'il faut essayer d'avoir. Et je crois qu'on est tous formés, chacun dans nos formations initiales, à ça aussi, à cette posture qui s'acquiert au fur et à mesure du temps. Mais aussi des gens qu'on a en face de nous. En fait, je pense qu'on s'adapte beaucoup aux gens qu'on a en face de nous et à ce qu'ils sont en train de traverser. Voilà, on ne peut pas être dans l'empathie, mais on ne peut pas prendre la place des gens, mais on peut être dans la compassion et être dans la sensibilité. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les professionnels, les témoins qui sont venus lors de ces 4 émissions pour témoigner et partager leur expertise. Vous pouvez voir et revoir en ligne ces 4 programmes à l'occasion d'Octobre Rose.